Nombreux. Et en fait, j'ai plus d'exemplaires. J'ai emprunté à la bibliothèque, à l'Institut français, le livre. Vous pouvez le commander à c'est Carnet d'Asie. Voilà. Et je vais vous faire une petite présentation juste de 40 minutes de ce livre. Et après, il y aura du temps pour les questions. Si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc c'est un travail qui est issu de ma thèse de doctorat qui a été réalisée entre 2005 et 2010. Et en fait, en 2 phrases, pour résumer, ce livre met en lumière la contribution silencieuse des personnes vivant avec le VIH, à la fois dans l'accès au traitement et dans le fonctionnement même des services de santé. Et en même temps, il met en évidence la violence structurelle à laquelle les patients experts, ces patients vivant avec le VIH, ont fait face dans la division sociale du travail médical. Alors pour cette présentation, je vais passer en revue différents thèmes qui sont abordés dans l'ouvrage, vous dire un peu que sont les patients experts, d'où vient ce terme qui assemble des termes, des notions au départ opposées, quelle signification ça a au Cambodge, qu'est-ce qu'ils ont fait au Cambodge, parce que c'était entre 2005 et 2010. Donc j'ai proposé à Jean-Philippe Doucet, qui travaille à Family Health International, de venir ce soir pour répondre à vos questions, pour les questions plus actuelles sur le VIH, et à Laurent Ferradini, qui travaille à l'OMS, qui est responsable VIH et hépatite à l'OMS. Ce qui me permettra d'actualiser s'il y a besoin dans notre discussion. Et je parlerai de l'expérience des patients experts, bien sûr, et de leur difficile insertion dans la hiérarchie médicale. Donc en anthropologie, pendant une thèse, on fait beaucoup de terrain. Je ne vous détaille pas la méthodologie, mais en gros, j'ai suivi une centaine de patients experts, rencontré beaucoup de personnes travaillant dans les organisations internationales et puis les professionnels de santé. Auxquels ils étaient confrontés en travaillant dans les différents services. Et en fait, c'était aussi une méthode inspirée de la Grounded Theory, dès qu'il y avait des choses innovantes qui se passaient dans d'autres provinces. Donc j'ai pu aller aussi voir les patients experts ailleurs. Un petit cadrage théorique, parce que comme vous avez vu, le titre du livre est un petit peu complexe, Anthropologie d'une norme globalisée. Je voudrais un petit peu revenir sur ce terme. Donc en fait, je parle de normes globalisées parce que l'émergence des patients experts au Cambodge ne s'est pas du tout faite de façon autonome, elle a été impulsée par les organisations internationales. Et j'ai pu le vérifier en m'interrogeant la plupart des organisations qui impliquaient les patients, à peu près 25, et à part l'ONG Vitei Chivit, qui intervenait à l'hôpital Calmette dès 98, au portail de Calmette, pour faire de l'autosupport. Tous les autres patients avaient été quand même sollicités, étaient recrutés par les organisations. Donc il y avait vraiment un phénomène vertical. Et à l'échelle internationale, on pouvait facilement se rendre compte que c'était devenu une recommandation, que tout le monde tentait d'impliquer les patients dans les programmes à tous les niveaux du parcours de soins. D'où le terme de normes internationales, mais il s'agit de concepts finalement opérationnels qui sont flous, comme on va voir. Et l'intérêt de ce travail, c'est vraiment de voir comment cette norme, comment ces valeurs, les valeurs qui sont inhérentes à cette norme, font sens au Cambodge auprès des différents acteurs. Et si on prend encore un peu de recul à l'échelle internationale, dans le secteur de la politique, de la santé en général, un petit peu partout, les usagers, les citoyens, les pairs sont impliqués de plus en plus dans les affaires les concernant, dans l'espace public. C'est pas du tout spécifique au VIH ni à la santé. Depuis les années 90, on entend beaucoup parler des forums hybrides, des conférences de citoyens, des débats publics. Et tout ça, c'est considéré par les politistes comme des outils de la démocratie, des moyens d'approfondir la démocratie. Donc ça permet de un petit peu cadrer cette norme, voir un petit peu quel est l'esprit de cette norme. Donc il y a un ancrage démocratique dans cette question de participation des patients. Et c'est à partir des années 2000 que le concept de patient expert, l'expertise profane sont devenus assez populaires.
Et en fait, ça correspond depuis les années 50 à une remise en question du modèle paternaliste de la médecine, considérée longtemps toute puissante. Donc il y a eu plusieurs marqueurs finalement dans l'histoire qui ont amené à cette institutionnalisation de la participation des patients dans le système de soins, à une nouvelle vision du patient, une médecine centrée sur le patient, où on essaie de mettre toujours le patient au cœur, davantage au cœur du système de santé. Donc on peut parler de l'émergence dans les années 50 des mouvements de self-help, d'entraide. L'exemple le plus souvent donné, c'est les alcooliques anonymes. Dans 162 pays, il y a des groupes comme ça où le principe, c'est que des pères qui ont l'expérience de la maladie ou d'une question de santé puissent communiquer auprès des pères. Ils ont l'expérience, ils ont un savoir expérientiel. Donc ça, c'est aussi un mot très à la mode. Qu'est-ce que c'est le savoir expérientiel? Depuis, il y a eu plusieurs, avant que ça devienne à la mode, il y a quand même dès les années 70 des auteurs qui ont travaillé sur ces concepts. Le principe, c'est qu'on a un récit à la première personne, il y a une prise de distance par rapport à l'expérience, et puis une visée collective, on a un discours collectif, et c'est à la fois basé sur l'expérience, mais aussi basé sur un savoir qui est médico-scientifique. Et donc, il y a Kate Lorig là, dans ce courant qui est une personne assez importante, qui a mis en place des programmes d'autogestion de la maladie pour les maladies chroniques à partir des années 90. Et l'idée, c'est de mieux gérer sa maladie, de former des patients pour que ces patients forment les autres patients à mieux gérer la maladie chronique. Donc au Cambodge, il y a eu beaucoup de groupes d'entraide qui se sont mis en place, je reviendrai ensuite, mais on verra que ce n'est pas du tout en rupture avec l'institution médicale, mais beaucoup plus en partenariat que ça s'est produit. Après, dans les marqueurs de l'histoire qui ont amené à cette institutionnalisation de la participation, il y a eu le développement de l'éthique médicale dans les années 70, avec aux États-Unis d'abord, suite à des expérimentations qui ont une tournure scandaleuse sur l'homme, et c'était basé aussi le développement de l'éthique sur une critique de la relation inégalitaire médecin-patient. On peut parler aussi de la crise de confiance envers la biomédecine dans les années 90 avec les crises sanitaires, type sang contaminé, hormones de croissance, poulets à la dioxine, etc. Après, il y a aussi, on peut constater donc, un accroissement de la prise en charge de maladies chroniques. C'est le signe à la fois d'une médecine qui étend ses compétences, mais aussi de la faillibilité de la médecine, puisque ces maladies ne se soignent pas. Et donc on a vraiment un accroissement de la prise en charge des maladies chroniques qui conduit à une approche extensive de la maladie, où il ne suffit pas juste de... la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais un état de bien-être physique, mental, social. Et ça implique l'intervention de nouveaux acteurs, les psychologues, les art thérapeutes, etc. Et les patients experts vont entrer dans ces nouvelles catégories d'intervenants extramédicaux. Après, il faut tenir compte aussi de l'augmentation de la circulation de l'information sur Internet. Il y a beaucoup le savoir profane évolue, le savoir est de plus en plus partagé. Et au niveau philosophique, de façon générale, on a vraiment un contexte de renforcement des valeurs liées à l'individualisme contemporain, comme l'autonomie, le partage des responsabilités, partage des connaissances, partage des pouvoirs. Et après, un petit mot sur l'émergence des associations comme des acteurs incontournables. Avec le VIH, il y a vraiment un nouveau mode de relation qui s'est instauré entre les institutions scientifiques, médicales et la société civile. D'abord, il y avait des mouvements contestataires, intrusifs, comme les actions choc d'ACT UP. Progressivement, ils se sont donc engagés sur l'activisme thérapeutique pour accélérer l'accès aux médicaments dans les pays du Sud, sinon pour respecter davantage l'éthique dans les essais cliniques. En tout cas, ils se sont vraiment affirmés dans les arènes politiques, médicales et scientifiques. Et depuis, on peut parler davantage d'institutionnalisation de la participation. On a vu se mettre en place une démocratie sanitaire, des nouveaux concepts opérationnels. Et donc au moment de cette recherche, les études avaient surtout ciblé
étudier dans les pays du Sud les approches, les dynamiques ascendantes de participation, comment la société civile s'éveillait, s'organisait, etc. Et là, l'idée, et ce qui était innovant dans ce travail, c'était d'observer comment la participation institutionnalisée se mettait en place au Cambodge. Donc au Cambodge, on ne parlait pas de patients experts directement, excepté quelques représentants d'organisations internationales qui étaient très au fait de ces concepts, qui en parlaient, qui avaient ces idées en tête. Mais l'idée, en fait, en gardant ce terme dans le titre, dans le livre, c'était vraiment de se situer par rapport à cette période récente où ces nouveaux concepts opérationnels étaient en vogue. Au Cambodge, ces personnes étaient plutôt appelées PLHA pour éviter la prononciation directe de VIH qui est stigmatisante, ou volontaires, parce que la plupart avaient un statut de volontaire, excepté dans des organisations internationales qui impulsaient ça depuis longtemps avec beaucoup de moyens, un suivi, etc. Et le concept de norme, un dernier mot, a vraiment une richesse heuristique dans le sens où il y a une dualité dans la norme, il y a une dimension à la fois objective et subjective, parce que la norme, elle est d'abord donc inscrite dans des textes, et ensuite elle est interprétée par les individus. Donc c'est vraiment cette articulation qui est intéressante. Donc dans le livre, je clarifie d'abord l'esprit de la norme, je reviens un petit peu sur tous ces aspects, et puis donc c'est vraiment une norme qui fait autorité dans le monde libéral et démocratique, et l'idée c'est de voir sa signification ensuite au Cambodge. Donc on a une norme qui est censée à l'échelle planétaire améliorer les services de santé en s'appuyant sur des principes de partage des savoirs, d'autonomie, de répartition des pouvoirs, de valorisation des profanes, un ensemble de valeurs démocratiques centrées sur l'individu. Donc on va arriver un petit peu au Cambodge à l'application de cette norme. Donc le VIH au Cambodge, il y a eu un taux de prévalence très élevé. Il y a je décris dans le premier chapitre en fait la présence du contexte historique humanitaire et la ruée des ONG qui se sont mises à faire du sida, pour paraphraser les acteurs humanitaires, et en raison finalement du déchaînement de l'épidémie, pour prendre l'expression d'Anne-Marie Moulin. Et en fait, il faut avoir en tête que ce travail a été réalisé au moment de la décentralisation des services d'accès aux soins. En 2001, il y avait 2-3 ONG qui distribuaient des médicaments à Phnom Penh, Siem Reap, et tous les gens du pays soit réussissaient à accéder au traitement dans ces endroits, dans ces ONG qui intervenaient dans les hôpitaux, ou si elles avaient les moyens à l'étranger. À partir de 2003, il y a eu le programme national qui a décidé de prendre en main tout ça, et qui a, avec l'arrivée du Fonds mondial, décidé d'étendre l'accès aux soins et d'ouvrir des services dans tous les hôpitaux. Et donc le suivi de ces patients experts et de leurs contributions, ça s'est fait dans ce contexte de décentralisation et d'ouverture de nombreux centres dans toutes les provinces. Et c'est à ces différents endroits, on va voir qu'ils ont eu un rôle majeur. Après, quand on regarde les textes finalement au Cambodge, dans les protocoles nationaux, quand on lit les points qui concernent la participation des patients, on peut lire: les personnes vivant avec le VIH doivent jouer un rôle actif dans le développement des programmes qui les concernent, elles doivent être impliquées à tous les niveaux du parcours de soins, elles doivent être actives dans la communauté, la communauté, y compris les personnes vivant avec le VIH, joue un rôle important dans les activités de support aux personnes vivant avec le VIH. Donc là, on voit que ce terme est très flou. Qu'est-ce que ça veut dire un rôle actif, être impliqué? Qu'est-ce que ça veut dire être la communauté, etc. Donc on est vraiment avec ces concepts opérationnels très flous. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est en passant du temps avec les gens, en observant les pratiques, en menant des entretiens qu'il a été possible de... donc ça, je vous le lis après. Donc juste pour dire que j'ai opéré deux approches distinctes de la participation. Ça peut paraître un peu caricatural, mais on avait celle donc d'acteurs internationaux. Il y avait aussi des acteurs nationaux, mais qui étaient quand même minoritaires. Et je parle vraiment donc des tendances. Et en tout cas, ces acteurs qui, en plus de viser des retombées positives pour le système de santé, multipliaient leurs efforts pour que les patients interviennent de façon autonome dans le système de santé, en proposant des formations dites de capacité building,
basées sur des méthodes de participation active, des méthodes basées sur la psychologie occidentale telles que l'écoute active, bienveillante, le récit de soi, etc. Ils organisaient des échanges avec des activistes dans des pays étrangers pour optimiser leurs compétences. Sinon, ils offraient un accompagnement vraiment quotidien à ces patients dans l'hôpital. Ils recrutaient des experts qui avaient de l'expérience avec les associations de patients à l'étranger. Donc voilà, il y avait vraiment cette approche très chouchoutée du patient expert par les acteurs internationaux, et de l'autre, une approche beaucoup plus utilitariste par les acteurs nationaux qui s'emparaient peu de cette vision de la participation qui était en tant que centrée sur le patient. Et ça se traduisait par une approche axée sur des indicateurs internationaux fixés par l'OMS, l'ONU-SIDA, les grands bailleurs de la lutte contre le sida. Et donc entre 2005 et 2010, on entendait beaucoup parler de deux cibles, deux objectifs principaux. C'était le 3x5, il fallait mettre 10 000 personnes sous antirétroviraux avant 2005. Et après, c'était l'objectif de l'Universal Access. Et il fallait étendre l'accès aux médicaments aussi avant 2010, et ça se traduit par des bouquins comme ça, d'indicateurs à réaliser. Et bien sûr, la question de la participation des patients experts était bien mentionnée dans ces indicateurs. Et concrètement, on voyait que la priorité pour le programme national, c'était vraiment de préserver cette rente et de respecter ces concepts opérationnels. Mais on voit dans ce livre qu'en fait, les concepts opérationnels peuvent très bien être justifiés à tous les niveaux du parcours de soins, sans pour autant que les gens adhèrent aux valeurs inhérentes à ces concepts. Il y a des mécanismes de contournement, d'adaptation qui sont décrits dans tout le chapitre de ce livre, justement. Donc, juste quelques extraits pour illustrer ces deux approches. Donc là, un représentant du programme national, j'ai essayé de les questionner, d'avoir un petit peu un retour sur leur position par rapport à ces acteurs. Souvent c'était la fuite, j'avais très peu de retours, et quand j'arrivais à obtenir quelques phrases, c'était les personnes vivant avec le VIH travaillent de 9h à 17h, ils restent toute la journée et assurent des tâches simples. Par exemple, si un patient a besoin d'être accompagné, un pied léger l'amènera à la consultation. Son rôle consiste à aider les professionnels qui travaillent à l'hôpital, informer les patients dans les salles d'attente et les guider vers les différents endroits où ils ont besoin d'aller. C'est ce que j'appelle l'approche utilitariste. On ne voit rien centré sur le patient, sur la qualité de son travail, ses compétences, etc. Après, donc là, je voudrais parler d'une expatriée qui était un peu désillusionnée avec son approche centrée sur le patient. Dans un hôpital, ils avaient recruté 2-3 personnes pour mettre en place une association de patients, pour que ces patients mettent en place les activités qu'ils souhaitent, qui soient le mieux adaptées pour les autres patients, etc. C'est une question d'autonomie. Et donc elle disait, après nos 2 ans de travail, le projet a complètement capoté. On en déduit qu'on est arrivé 10 ans trop tôt avec nos idées. Alors on a laissé tomber. Quand on n'est pas derrière à les pousser, ils ne font rien. Donc on s'est dit, ce n'est pas eux finalement qui veulent cette association, ou alors ce ne sont pas les bonnes personnes. Elles n'ont pas d'esprit d'initiative, elles n'ont peut-être pas envie, elles ont peur. On a laissé tomber, au final on les encadre pour des activités de support à l'hôpital. Donc ça illustre ces mécanismes d'adaptation, on s'adapte finalement à ce qui se passe, et ça illustre aussi ces relations de patronage qui sont assez fortes au Cambodge, où finalement, voilà, quand on se soumettre au patron, c'est garantir en retour respect, protection, etc. C'est ce que James Scott appelle la légitimité de la dépendance. Donc, je vais juste vous dire un petit peu, je parle de 6 différents dispositifs participatifs au Cambodge. Donc là, c'est un tableau qui est un petit peu complexe comme ça, mais en fait, je voudrais dire qu'on est vraiment avec le VIH dans l'exceptionnalisme du VIH. Si on s'intéresse à d'autres pathologies, il y a vraiment un énorme contraste entre ce que je vais vous décrire là et le secteur public, sachant que les gens se soignent davantage dans le privé que dans le public. Et là, la prise en charge du VIH a été très impressionnante dans le secteur public. On a vraiment l'impression, comme Dominique Héron dit,
dit c'est les darling diseases, les maladies chéries, qui ont amené beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et donc ce type de schéma illustre, parce qu'il y a vraiment énormément d'interventions qui se font au niveau communautaire et aussi au niveau de l'hôpital. Donc en résumé, les personnes vivant avec le VIH au niveau de la communauté sont impliquées dans des groupes d'entraide, des PLHC Support Group, aussi dans des équipes de soins à domicile et dans des ONG, dans les centres de santé également, et puis au niveau des hôpitaux de référence, il y a 3-4 volontaires qui sont recrutés, qui travaillent à temps plein, et puis des MMM, donc les MMM ça veut dire Module Mitchouimit, le centre des amis qui aide les amis, et il y a un patient qui est recruté, qui à temps plein aussi pour s'occuper de ce centre, qui n'est pas vraiment, j'y reviendrai après, un centre, mais ils organisent en fait une réunion mensuelle avec tous les patients de l'hôpital. Donc c'est assez impressionnant, 200 patients qui viennent une fois par mois. Je décrirai un petit peu ce qu'ils font ensuite. Mais donc voilà à peu près les 6 différents dispositifs participatifs où sont impliqués les patients. Je vais décrire un petit peu l'activité des groupes d'entraide et puis l'activité des volontaires dans les hôpitaux. Ça permet de voir un petit peu à ces 2 niveaux ce que font les patients. Donc en fait, ces groupes d'entraide sont créés au départ dans l'espoir que les responsables se les approprient, qu'ils deviennent des entités influentes ou autonomes. Mais dans les faits, ces groupes restent des courroies de transmission du programme national pour mettre en œuvre les objectifs de la politique nationale. Par exemple, au moment de cette étude, les gens avaient l'habitude d'aller loin pour avoir accès à leur traitement, mais des nouveaux programmes ouvraient près des villages et il fallait demander aux patients de se référer dans ces nouveaux centres. Or, les patients avaient confiance en leurs médecins, là où ils étaient, c'était compliqué, mais en tout cas, les animateurs là, ont joué un rôle vraiment important pour les rassurer, pour dire qu'ils avaient les mêmes médicaments, même s'il y avait toujours une qualité différente de soins, que ce soit dans ces ONG qui étaient avec une présence internationale forte et les nouveaux centres qui ouvraient avec moins d'intervenants extérieurs. Ils ont vraiment joué un rôle de relais quand il y avait des nouvelles lignes de traitement pour expliquer, pour organiser les journées mondiales du sida, où c'est vraiment des exemples, il y en a plein d'autres, mais juste pour dire qu'il y a vraiment une circulation ascendante de l'information, descendante, verticale qui se produit. C'est des acteurs importants de la médicalisation parce qu'ils ont joué un rôle central aussi pour sortir de l'ombre tous les cas, tenter de sortir de l'ombre les cas dits suspects, rechercher les perdus de vue en faisant du porte-à-porte, de la sensibilisation. Ils tentent aussi de redonner confiance dans le secteur public, sachant qu'au Cambodge c'est compliqué. Et ils jouent aussi un rôle de traducteur culturel important. Ils traduisent dans des termes compréhensibles finalement l'information médicale. Ils organisent des réunions mensuelles dans les villages en invitant, c'est des espaces de régulation sociale parce qu'ils invitent des moines qui font du dharma counseling. Ils partagent un repas, il y a l'animation de jeux qui suscite beaucoup d'entrain, l'éducation à la santé, distribution alimentaire, distribution de médicaments pour les maladies opportunistes. Mais ces espaces sont beaucoup aussi des espaces de frustration, marqués par des conflits de valeurs. On a donc des animateurs qui sont tenus de s'inspirer des méthodes de participation active. Ils incitent les participants à s'exprimer, à raconter leur histoire, à mettre en mots leurs sentiments, leurs émotions. Mais en général, ça suscite beaucoup d'embarras. Les animateurs maîtrisent vraiment très bien ces techniques narratives de raconter leur histoire. C'est ce qu'appelle Binky Nguyen les technologies de la confession. Mais concrètement, ça a peu d'effet. J'ai quelques témoignages qui l'illustrent. Donc là, on a une animatrice qui dit alors pourquoi êtes-vous si calme? Racontez-moi votre histoire. Dites-moi chacun votre tour, votre nom, où vous habitez, si vous recevez des ARV. Je voudrais qu'on fasse ça dans un esprit de groupe. Donc chacun répond par strict minimum, donnant son nom, celui du village où il vit, et disant si oui ou non il prend des ARV.
Donc elle reprend, elle dit: on est PLHG, on doit être courageux, n'ayez pas peur, tous ensemble nous sommes assis ici, la police ne nous arrêtera pas parce qu'on va exprimer nos sentiments. Donc il y a vraiment une violence comme ça, une incitation à participation active, où on doit parler de soi, de son intimité, mais très vite il y a des ajustements parce que ça fonctionne. Un autre exemple, donc on a les PLHG dans un autre contexte, un animateur qui dit: les PLHG qui viennent de se présenter ont beaucoup d'expérience, il faut qu'on fasse tous pareil. Après on aura une vie brillante comme eux. Puis en révélant notre statut, on motive d'autres personnes vivant avec le VIH à faire pareil. D'expliquer que même séropositif, on peut travailler et avoir un salaire, ça motive les autres. Pour ma part, j'ai publié mon histoire dans un magazine populaire pour montrer que même si on vit avec le VIH, on a le droit de vivre au Cambodge comme les autres. Donc il y a eu une incitation par les organisations internationales quand même de faire des coming out comme ça. Il faut afficher sa séropositivité, aller se faire soigner, etc. Mais après, on peut aussi interroger le coût social de ce dévoilement de la séropositivité dans la société, surtout sur le long terme. Après l'objectif de frustration, en fait, ils sont donc incités à créer un contre-pouvoir, à dire ce qui ne va pas quand ils vont à l'hôpital, à dénoncer les pratiques des médecins, les détournements de l'aide, s'ils en observent, etc. Mais globalement, ils n'ont pas vraiment confiance pour s'exprimer, pour dénoncer. S'ils le font, ils sont vite remis dans leur rang. Et ils ont peur que l'aide soit supprimée en retour. J'ai un petit extrait pour montrer cette incitation au plaidoyer. Donc la prochaine fois, si un soignant est insolent avec vous, cherchez à savoir son nom, ce qu'il fait à l'hôpital. Après, vous pourrez me le dire et j'irai voir les responsables de l'hôpital. Ce groupe d'entraide sert aussi à faire du plaidoyer. Après les réunions, je transmets un rapport aux autorités supérieures. Si les médecins nous discriminent, si on a besoin de prêts de la part des ONG pour démarrer un petit business, il faut le dire. Donc voilà, il y a plaidoyer, besoin économique qui se mélangent. Et après, juste quelques mots sur les volontaires et les MMM dans les hôpitaux. Donc, ils assurent une permanence hospitalière qui contraste vraiment avec l'absentéisme des médecins qui viennent quelques heures le matin, qui ont une activité dans le secteur privé. Ils ont des tâches administratives qui étaient faites avant par des infirmiers et qui préparent les dossiers des patients. Ils sont aussi les petites mains des autres professionnels finalement parce qu'ils sont tout le temps sollicités par les soignants pour chercher une personne, un complément de dossier, amener des prélèvements au laboratoire, transférer un patient dans un autre service, faire le ménage. Donc ils n'ont pas des responsabilités fixes et donc ils ont vraiment ils sont multitâches. Ils assurent aussi des fonctions d'aide-soignant, une fonction qui n'existe pas dans le système de santé au Cambodge. Ils font de l'éducation à la santé dans les salles d'attente et ils animent les séances d'éducation thérapeutique qui sont obligatoires après chaque consultation médicale. Donc c'est vraiment un travail conséquent, ils sont vraiment présents toute la journée à faire beaucoup de choses. Et on voit qu'à moindre frais, finalement, ils assurent tout un travail d'éducation à la santé qui est absent du système de santé habituel. Donc c'est dans la troisième partie que je décris un peu toutes ces dynamiques de la participation au niveau des 6 différents dispositifs participatifs. Il y a aussi ce qui se passe au niveau des ONG, au niveau des journées mondiales de lutte contre le sida, des rassemblements publics, tout un ensemble de choses là-dessus. Et donc dans la dernière partie, je parle davantage de cette violence structurelle. J'entends par violence structurelle donc des formes indirectes de violence qui sont issues de la structure sociale et qui empêchent les individus d'assouvir leurs besoins et d'atteindre leur potentiel. Donc je parlerai de la précarité de ces emplois et de l'ambiguïté du statut de volontaire et des injonctions contradictoires auxquelles ils sont confrontés. Donc malgré juste quelques photos sur le travail des volontaires, des animations d'éducation à la santé, le ménage, les MMM, qui organisent donc la réunion mensuelle. Il faut prévoir les transports, les repas, prévenir tous les patients, sélectionner les patients qui pourront venir quand il y a trop de patients dans l'hôpital, c'est chacun son tour. Donc tout ça, c'est quand même toujours la réalisation d'objectifs nationaux. Il faut qu'il y ait une réunion MMM par mois. Il n'y a pas eu vraiment d'impulsion ascendante. Donc ça, c'est une réunion MMM.
Donc, c'est vrai que si ces personnes ne se plaignent pas, elles parlent de quelques retombées positives en trouvant ces différents postes dans le secteur de la santé. Mais finalement, assez vite, j'ai pu témoigner de la fatigue, de la désillusion et des difficultés qu'elles rencontraient au travail. Donc en fait, j'ai un témoignage pour l'illustrer. Les indemnités sont toujours les mêmes, $30 par mois, alors que la masse de travail augmente jour après jour. Aujourd'hui, environ 2000 patients sont suivis dans l'hôpital. Ça me donne des vertiges de préparer les dossiers médicaux des patients. Ils doivent nous donner un salaire convenable. Avec $30 pour un travail à temps plein, comment notre travail peut-il être moral? Les organisations qui travaillent dans le secteur du VIH n'offrent pas des conditions de travail qui nous permettent de vivre et de travailler dignement. Officiellement, les volontaires travaillent quelques heures par semaine, or ici, ils travaillent 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc on a vraiment une ambiguïté avec ce concept de volontariat, parce que la plupart des gens qui sont devenus patients experts sont vraiment des gens qui sont dans une lutte quotidienne pour assouvir leurs besoins quotidiens. Donc il y a les personnes plus aisées, classe moyenne, on ne les voit pas très peu à ces postes, même pas du tout, mais en tout cas dans les centres de santé très peu. Donc c'est vraiment très précaire, les budgets ne sont pas renouvelés tous les mois. Et derrière, d'abord, ces patients experts veulent s'aider eux-mêmes avant d'aider les autres, donc il y a vraiment cette contradiction. Ils ont tous des statuts de volontaires. Après, par rapport aux injonctions paradoxales en lien avec la stricte hiérarchie qui régit les rapports sociaux, donc ça, il y a des hiérarchies partout, dans toutes les sociétés, dans tous les systèmes de santé, mais c'est les mécanismes de légitimation du pouvoir qui changent. Donc là, on attend d'eux qu'ils négocient avec les experts, qui débattent sur un plan d'égalité avec les professionnels, mais dans la pratique, ils ne peuvent pas exercer ces rôles. Donc on observe des changements individuels avec des gens qui essaient de bouleverser les rapports hiérarchiques, qui expriment leur point de vue, qui luttent pour la reconnaissance de leur statut et qui adhèrent donc à une vision libérale de la participation, mais ils sont ensablés par des mécanismes de contrôle, de maintien en bas de la hiérarchie. Donc ces mécanismes sont décrits dans ce livre. Et il y en a qui rapidement préfèrent la soumission à la hiérarchie. Et donc on a un double mécanisme de rejet de la norme finalement, à la fois parce qu'il y en a beaucoup qui vont contrôler et empêcher, et d'autres qui vont finalement rester dans le système hiérarchique traditionnel. Donc pour illustrer quelques pressions sociales, en fait dans un hôpital il y avait un des patients experts qui avait commencé à dire à chaque patient qu'il ne fallait pas donner des pots de vin au médecin. Rapidement, le médecin l'a su et ils ont bloqué l'activité de counseling pendant 1 mois ou 2. Ils ne transféraient plus les patients en counseling. Ça a fini à une grosse réunion avec l'équipe de l'hôpital. Et puis le message, c'était qu'il ne fallait pas s'immiscer dans les affaires des médecins pour continuer. Le counseling a continué et puis les patients sont restés un peu plus moins contestataires. Donc, ils sont aussi confrontés à des chantages vis-à-vis de leur traitement. Souvent, ils travaillent dans les centres où ils sont pris en charge, où chaque mois ils vont chercher leurs médicaments. Donc il y a vraiment un contexte qui fait que c'est difficile de s'imposer. On a aussi certaines ONG donc, qui donnent, là c'est un témoignage, c'est un patient expert qui me dit certaines ONG ne donnent pas d'indemnité aux volontaires et les volontaires ne se plaignent pas car ils ont peur que l'ONG les vire définitivement. Donc il y a beaucoup de rapports de pouvoir comme ça. Quelques exemples pour illustrer la soumission à la hiérarchie. Donc des patients qui me disaient il faut apprendre à obéir au docteur, je suis sous les ordres de l'hôpital, quand les médecins me demandent de faire autre chose que ce que je fais d'habitude, même si ce n'est pas lié à mon travail, je dois le faire. C'est fatigant, je n'ai pas le droit de refuser ce qu'ils m'ordonnent de faire. Sinon, nous sommes des patients, les médecins ont tous les pouvoirs. Il arrivait qu'un médecin ne donne pas d'ARV à un patient pendant 1 mois sous prétexte qu'il avait manqué un rendez-vous. Donc ça c'est pour illustrer. Et par conséquent, on va avoir, j'ai pu observer pendant un moment, des contre-pouvoirs inattendus, c'est-à-dire des patients qui n'allaient plus
se présenter comme des patients, qui allaient plutôt se laisser appeler croupettes médecins par les patients. Donc ça annule complètement la volonté de départ de santé publique, de créer de la proximité, etc. Et certains patients experts qui vont aussi pratiquer la corruption et s'assurer un plus grand respect en reproduisant quelque part le savoir-être des professionnels de santé qui se font respecter dans l'hôpital. Et pour conclure, donc on voit que la participation est vraiment un concept malléable qui peut être totalement reformulé et produire des effets contraires. Voilà. Il met également en évidence les difficultés de concrétisation de la participation comme volonté politique. Il ne faut pas considérer la participation ne va pas de soi. On voit que la société dans son ensemble a besoin de changer. C'est le système de valeurs qui doit changer, les différents interlocuteurs dans la société, pas seulement au niveau des services VIH. Et donc il semble difficile pour les Cambodgiens de penser qu'ils puissent s'élever sur l'échelle sociale, devenir des personnes de pouvoir en quelques années sur simple décision extérieure. Après, l'intérêt de ce travail, c'est pas tant de montrer un décalage entre les politiques et les pratiques, il y en a toujours. C'est ni de montrer que finalement le monde ne s'uniformise pas avec des politiques internationales. Le global est toujours local, ça on sait, il n'y a pas vraiment rien de son produit. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre en évidence donc, les effets de cette politique, voir les frictions que cela déclenche, les jeux de pouvoir qu'il y a entre les groupes sociaux, les institutions, les individus, et puis les réseaux de relations qui vont se tisser entre le local et le global. Alors, depuis que je suis revenue au Cambodge, depuis 2 ans, j'ai pu voir un peu ce qu'étaient devenus ces patients experts. Il semble qu'il n'y en ait plus beaucoup, il reste un même dans les hôpitaux. Les groupes d'entraide sont très limités, là peut-être que vous pourrez nous actualiser par rapport à ça. Mais bon, j'ai été à Battambang par exemple, il n'y en avait quasiment plus de groupes d'entraide, le budget allait s'arrêter, c'est parce qu'il y avait eu une épidémie nosocomiale là-bas, que les budgets allaient être prolongés 3 mois, mais après ça ne devait pas être reconduit. Donc en tout cas, il y a une diminution drastique du budget. Ces patients experts n'ont plus l'air d'être très présents et de jouer le rôle qu'ils jouaient avant pendant l'extension des programmes d'accès aux soins. Donc il y a des questions qui restent en suspens, qui mériteraient de continuer la recherche. J'aimerais bien donc, voir maintenant ce qu'ils sont devenus, voir quel a été l'impact de leur contribution pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans ces programmes de santé, comment ça a remodelé leur subjectivité, voir aussi dans ce contexte où ces acteurs se sont raréfiés, finalement, est-ce que ces fonctions ne sont pas réalisées par ailleurs de façon informelle. Donc voilà pour la présentation de ce livre qui vient enfin de paraître. Il faut le temps de digérer, c'est 6 ans après. Donc merci pour votre attention. Et j'avais invité un petit peu tardivement des représentants du programme national, ils n'ont pas pu venir. Et puis le fait que ce soit en français, ça limite un petit peu le public. Il y a un article en anglais qui résume un petit peu ce travail aussi, qui peut être utile par la suite. Merci beaucoup, Eve. Je ne sais pas si vous avez des questions à vous poser. Moi, j'ai juste une question pour rebondir sur sa conclusion. Tu disais que les budgets ont été coupés, quel budget par qui ils ont été coupés? C'était des budgets nationaux? Alors c'est assez centralisé par le Fonds mondial quand même, l'aide financière pour le VIH. Il y a d'autres bailleurs de fonds, mais ça, si c'est encore d'actualité, c'est quand même le principal bailleur. Et après l'argent, le budget a peut-être, l'argent du Fonds mondial a peut-être diminué, et puis surtout la manière d'attribuer les fonds. Donc le côté communautaire a peut-être été estimé moins important. C'est un peu changé ça. Ouais. Oui, le Global Fund a diminué, l'argent du SIDA a
voir que le contexte dans lequel se situe l'étude, c'était un peu au début de l'implémentation des programmes. C'était pas le début de l'épidémie, 2006-2010, c'est déjà un enclenchement du programme national, mais c'était là où il y a des besoins énormes de mettre en place les briques du système. Et 2003-2006, c'est vraiment le début. Avant, c'est les NGO, c'est MSF, MDM, qui travaillaient sur les premiers milliers de cas qui ont été mis sur l'année. Et ensuite, il y a l'argent du Global Fund qui est arrivé. Beaucoup d'argent. L'argent des émissions. Et puis, mais ça, c'est pas viable. C'est pas viable. Et au début, le modèle a été basé sur le home based care, qui est le soutien aux patients dans les communautés, avec beaucoup d'NGO qui sont intervenus et mis en place un système continuum of care, avec home based care et puis le lien avec les services. Ça, c'est beaucoup trop cher, extrêmement cher. Chaque NGO a des coûts de fonctionnement, des salariés, des voitures. Ça avait une conséquence sur le budget colossal. Ce n'est pas sustainable, je ne sais pas comment vous dire, pérenne. Et clairement, le modèle devait évoluer. Puis l'argent a diminué. Puis l'année dernière, le gouvernement est arrivé et dit bon, là, c'est coupé par deux. Le budget est coupé par deux. Débrouillez-vous avec ça. Donc il a fallu repenser aussi le modèle. Il n'était plus question de soutenir tous les PHIV, 57 000 PHIV surveillés actuellement, tous les jours dans la communauté. C'est beaucoup trop demandé, ça demande trop d'énergie et de temps. Donc le modèle a quand même changé. Maintenant, ce n'est plus basé sur le home based care, mais sur ce qu'on appelle le active case management. C'est un modèle qui cherche à être mis en place. Le but, c'est d'avoir des organisations qui vont aider les patients qui vivent avec le VIH, qui ont besoin. Tous les PHIV n'ont pas besoin d'avoir un support régulier, etc. Il y a des patients stables, il y a des patients qui ont de l'argent, il y a des patients qui n'ont pas de problème, qui vivent comme vous et moi, qui ont un travail, qui n'ont pas besoin d'avoir le même soutien que des gens qui viennent juste de découvrir leur séropositivité, qui ont des handicaps, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas adhérents au traitement. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui va se focuser, cibler davantage les patients qui en ont besoin. Alors ça coûte moins cher. Parce que là-dedans, dans toute cette dynamique dont tu as parlé, qui est très intéressante, il y a quand même un élément, un facteur crucial, c'est l'argent. Et l'autre, initialement, c'était la discrimination. Dans le facteur, je ne prends pas largement dans ton monde. Après, ils ont pour jamais... revenir sur les observations dès le départ. Le modèle maintenant est un peu changé, il est plus ciblé là. L'idée aussi, c'est de construire un modèle qui va être viable avec les autres maladies chroniques. Qu'est-ce qu'on va faire du diabète, qu'est-ce qu'on va faire de l'hypertension, d'autres maladies qui ont besoin d'un support régulier, et les malades, et pourquoi les patients VIH plus qui sont diabétiques. Ce système se pose quand même la question de savoir comment on va soutenir les malades qui ont les maladies chroniques globalement, qui ont besoin d'un traitement actif. C'est un des particularités du VIH, c'est que ce traitement est établi, qu'il faut régulièrement aller dans les structures différentes, les ARV sont disponibles, etc. Ça pose des questions fondamentales sur le système de santé. Mais à l'époque, quand tous ces patients experts étaient impliqués, c'était pas clairement dit que c'était parce qu'il y avait ce contexte de scaling up, d'étendre l'accès, c'était pas... je pense qu'il y avait ce côté phénomène de mode, participation, et puis c'était aussi saisir l'occasion, la communauté. Ça s'est fait vraiment avec FHI, ça a démarré parce qu'il y a eu un projet pilote à Montbressé, et là il y a eu l'idée d'impliquer, de mettre systématiquement 1, 2, 3 volontaires. Et le MMM aussi a commencé là. Et après, c'est pas vraiment FHI, c'est le programme national. C'est-à-dire la mode à l'époque, enfin, les modèles dans d'autres pays, c'était d'impliquer la communauté de patients VIH dans les soins. Alors, c'est vrai que c'était pas préparé, c'était un peu pas clair, les volontaires étaient pas payés, il a fallu se battre pour que maintenant les volontaires soient payés, ils ont des salaires qui sont au-dessus de $30 en théorie.
travaillent dans les centres de santé, les MMM, oui. Les MMM ou AUE, par exemple, qui travaillent dans les centres ARB, ils ont des salaires normaux. Mais il a fallu du temps au début. Oui, c'était la mise en place. Déjà, le gouvernement n'avait pas de salaire, l'argent, on ne savait pas trop où il allait, il savait trop bien où il allait, mais pas forcément où il fallait. Et c'était pas très clair. Le statut, le rôle des volontaires, leur position au sein de l'équipe soignante, c'était difficile, c'était pas clair. C'était pas que au début c'était un peu ambigu, c'était juste venir les patients leur dire vous savez, moi je m'en suis sorti, vous allez vous en sortir, ou bien si c'était avoir un vrai rôle, comme AUA a pu avoir, de faire le triage, de s'occuper des femmes, de voir que ça marche aussi, avoir un rôle plus actif dans le fonctionnement. Oui. Ça s'est mis en place petit à petit. C'est assez structuré. C'est ambigu à la fois pour les volontaires, ambigu pour les soignants et ambigu pour le programme national. Puis les NGO, elles appliquaient, elles voyaient ce qui se faisait ailleurs, elles disaient oui, il faut faire comme ça, on fait comme ça. Et nous, on apprenait tous, parce qu'on a reçu les ARB, on avait ces corps de patients qui n'avaient pas de rétroviraux, on avait 1000, 2000 patients, et puis ces rétroviraux sont devenus accessibles dans des pays comme le Cambodge. Il a fallu mettre en place des systèmes. Les gens disaient de donner des traitements à vie à des patients, mais ils ne pensaient pas. Les patients qui prennent un traitement de 9 mois pour la tuberculose, on n'apprend pas avec beaucoup. Puis ça s'est mis en place petit à petit. Il y avait ce phénomène un peu de mode aussi, parce qu'il n'y avait pas que les patients HD, aussi au niveau de l'asthme, du diabète dans les pays occidentaux. C'est des choses qui arrivaient avec la version paternaliste, anti-paternaliste de la médecine, tout ça, ça se met. Et puis, il fallait convaincre les gens aussi. Et c'est pire, ces pères étaient très productifs. Ces groupes de support, au début, c'était des groupes de support pour expliquer comment ils prenaient les antirétroviraux. Parce qu'il y avait aussi cet effet de la rumeur des effets indésirables. Si je prends les médicaments, je vais être très malade, ou voilà, donc il fallait combattre ça, leur expliquer. Et ces patients étaient très. Puis petit à petit, ils ont pris de plus en plus d'importance au sein du centre. Pour des tas de fonctions, mais c'est vrai. Je ne sais pas si c'était toujours le même salaire. On s'est aussi rendu compte, dans d'autres pays, et au Cambodge aussi, qu'il y a des études, il y a des essais cliniques qui ont montré que les soins qui impliquent les pires, les volontaires, et maintenant on s'est plus proche de la distribution des ARV par les patients PLHF, avaient des meilleures qualités en termes d'adhérence et des résultats que les systèmes qui étaient fermés sur un système médical. Il y a des évidences scientifiques qui ont montré que l'implication des volontaires améliore la qualité des soins. Parce qu'il y a un climat de confiance, parce qu'on share l'expérience, donc ça a été aussi des raisons de les impliquer. Mais alors comment, là c'est très particulier aussi au contexte du Cambodge, les rapports avec les soignants, les rapports hiérarchiques, la soumission, le fait que les gens parlent peu, n'ont pas exprimé leur... Par exemple, le Cambodge a beaucoup, je pense au début, bâti de ne pas avoir de vrais leaders. Un leader, et le Chili, qui avait une voix, qui avait un leadership, comme on l'a eu dans les épidémies. Il y en a eu quelques-uns. Mais... Là, justement, dans le livre, j'en parle, c'est qu'ils ont choisi vraiment des gens non contestataires à la tête de l'ONG. Oui, bien sûr. Donc, ça ne pouvait pas bouger. Pourtant, quand je leur parlais, ils nous donnaient tout le temps l'exemple de la Thaïlande avec des groupes de patients très très actifs. Ils disaient, mais on n'a pas ça au Cambodge. Et après, il y avait aussi des stratégies pour pas que ça arrive au Cambodge. Parce que AUA, les deux représentants de AUA au départ, c'était des femmes très. Mais elles ont été écrasées. Non, elle est toujours là. Il y en a une qui a été menacée de mort et qui a eu un accident de la route un peu suspect et qui a disparu et qui est partie vivre en Allemagne parce qu'elle avait peur. Mais ça fait partie du contexte dans lequel s'est construit le programme. Dans les début des années 2000, c'était les ONG qui s'occupaient des traitements. Le programme national n'était pas capable de distribuer, il n'y avait pas de médecins, rien, ils faisaient rien. Puis les ARV sont arrivés. Et dans les premières années, le programme national a construit des structures. Et la qualité n'était pas là. Les médecins étaient mal formés,
difficile d'organiser l'ensemble du système. Et des organisations comme MDM ou MSF dans lesquelles on travaillait à l'époque étaient vraiment très remontées. Parce que MSF, c'est des militants, ils sont très activistes, et que c'est comme ça qu'on a mis en place les ARV dans les pays du Sud. C'est en allant contre l'opinion générale de gens très connus, très célèbres, qui sont toujours dans la communauté scientifique et qui ont écrit dans les années 90, la fin des années 90 et début des années 2000, qu'on n'arriverait jamais à mettre les ARV dans les pays du Sud. Donc MSF, MDM ont lutté. C'est leur activisme qui a fait que les ARV ont pu arriver dans les pays du Cambodge. Mais ça ne s'est pas fait tout simplement, et MSF a aussi une tendance à croire que c'est eux qui font le mieux, et que tout ce qui est fait ailleurs, c'est pas bien, ça marche pas. Et j'étais hyper actif. Moi, je discutais avec vous à l'époque de la qualité. C'était le chef du Front National. Et il disait, actuellement, la qualité, c'est pas mon souci. Ce que je veux, c'est mettre en place les briques du système. Construisez les DCCT, les centres IRT, former les médecins. Il dit, moi, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les moyens de gérer tout en même temps. Alors, dans ce contexte-là, dans cette période-là, exactement celle-là, les NGO comme MSF, MDM et autres ont mis en place les volontaires. En leur disant, regardez, nous on fait bien et n'allez pas à côté parce que c'est l'horreur, ils font pas ci, ils font pas ça. Et alors, c'est vrai que les premières volontaires à AER étaient hyper agressifs dans les réunions, etc. au Cambodge. Réunions au programme national, mais ça marche pas du tout. Et ça, c'était un brainstorming moi je dis de mon côté, je l'ai poussé à la MSF, pour aller foutre la merde dans des réunions et faire en sorte que les choses, soi-disant, avancent. Complètement contre-productif. EUE a été complètement ostracisé du programme national. Seul CPN Plus a émergé parce que justement, ils étaient bien comme il fallait, non contestataires, manipulables, mis là où il fallait, et ils disaient ce qu'il fallait dans les grandes réunions, ils étaient invités toujours les mêmes à parler, etc. Très bien pour le programme national qui surtout ne voulait pas de vagues. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de patients sont morts au début des programmes parce que la qualité n'était pas là, parce que le système ne marchait pas, parce que c'était le début d'un programme, etc. C'est vrai que c'était difficile et qu'il y a beaucoup de gens qui en ont compétit. Je me permets juste d'intervenir parce que j'avais cru comprendre que cette intervention des patients experts, elle avait, là on parle des aspects un peu négatifs, mais qu'elle avait quand même eu une incidence importante sur la oui, je pense vraiment le message. Le message c'est très positif. Ouais. Le message c'est non, je dis ça, c'est le début de l'implémentation et c'est vrai qu'ils en ont souffert parce qu'ils ont eu un aspect un peu activiste au début qui au Cambodge est mal passé pour certains, mais ils sont fondamentaux. Maintenant, AEA a été accepté par le Plan national, reconnu, ils ont changé un peu le ton de ce qu'ils font, ils travaillent plus en collaboration avec le Plan national, à la fois pour aider les personnels soignants et les malades à fonctionner. Ils sont vraiment des acteurs essentiels de la fonctionnement des ARV, de la distribution des ARV, tellement que le Plan national a demandé à AEA d'être participant dans les nouveaux centres qui ont été ouverts dans les années 2010, 2015. Donc c'est une demande maintenant, c'est plus, leur rôle est plus clair. Ils ont des termes de référence dans les SOP, on sait qu'ils doivent faire telle fonction. Ça s'est beaucoup clarifié. Ça a évolué. Leur expertise est reconnue. Et leur expertise est reconnue. J'ai une question de temps, d'année. Exactement. D'année et de timing aussi. Les discours se sont ajustés. Oui, les contextes évoluent tellement vite. Voilà, mais il faut contextualiser absolument. Ah oui. Parce que maintenant, les conclusions sont très intéressantes dans le contexte que tu as connu. Et c'est vrai que ça a pas mal changé. Et ils sont reconnus, mais leur rôle est extrêmement positif. Extrêmement positif, tellement que si par exemple l'OMS pousse pour deux choses, c'est la décentralisation et le task shifting, c'est-à-dire, et MSF a des essais cliniques en Afrique, au Zimbabwe et en Mozambique, qui ont montré que
les patients eux-mêmes, délivrant les ARV à des groupes de patients stables, ont des meilleurs résultats que les centres, que les professeurs et les docteurs qui sont dans les centres, etc. Donc il y a vraiment une dynamique et encore une fois de penser le système sur le long cours, sur la vie, entre un traitement à vie. Comment on va faire que des patients vont avoir accès au traitement à vie de manière stable et mener une vie normale sans être trop embêtés par le transport pour aller les chercher, les ARV qui ne sont pas là, où on leur donne que 15 jours et pas 3 mois, ou des choses comme ça. Et c'est très pratique. Très pratique. Et le système Et on sait que les pierres sont une des clés. Alors on parle du Cambodge, mais c'est une petite épidémie, le Cambodge. En Afrique du Sud, simplement en 2015, le pays a mis 1 500 000 patients sous ARV en un an. Les problèmes de logistique, de fonctionnement, de human resources, de machin dans un pays comme l'Afrique du Sud, c'est faramineux. En Inde, un district, c'est le Cambodge. L'Inde, c'est un seul district, c'est le Cambodge. Et les autorités gèrent des provinces qui sont 10 fois le Cambodge. Mais le Cambodge a souvent été cité pour sa success story, comme modèle, mais on ne parlait jamais des acteurs communautaires dans ce sens-là. C'est aussi quand même... Le Continuum of Care parle de ça. Dans les réunions, dans les workshops, c'était invisibilisé. Moi, tout le temps où j'ai travaillé sur ce sujet, je n'entendais jamais parler d'eux. C'était pas clair, ils étaient là, comme vous avez décrit, on ne sait pas ce qu'ils font, comment ils font, mais il n'y a pas eu... Dans la littérature, on ne voit rien quasiment sur eux. J'ai trouvé un article de Guy Morino, de 3 personnes qui... Basquer et... Un petit peu, mais on va voir Basquer, mais on ne va pas parler d'eux réellement et de l'ampleur du travail qu'ils ont pu faire. Rendre compte vraiment... Enfin, je sais pas... Oui, probablement c'est sous-estimé. Sous-estimé ou on passe rapidement. Documenté. Mais plus maintenant. Maintenant, ils sont reconnus officiellement. USAID, l'argent américain et le Global Fund les soutiennent. Et probablement, s'il y a de l'argent qui reste pour faire fonctionner le système, au-delà de simplement fournir les ARV, ça sera probablement pour les organisations de peers et de volontaires. Parce qu'on sait qu'ils sont fragiles et qu'ils sont très importants dans le système. Plus que de donner de l'argent au gouvernement, quand on sait que cet argent peut venir d'ailleurs. Par contre, le gouvernement ne donnera pas d'argent aux peers, probablement, parce que déjà, ils n'en donnent pas à leurs médecins, ils ne vont pas en donner aux peers. Donc, s'il y a vraiment un cadre dans lequel les organisations poussent pour maintenir le financement, c'est les organisations de volontaires. Et je suis convaincu que ça va continuer, parce que c'est à la mode, parce que c'est un modèle qui marche. Et c'est un modèle qui marche, qui a montré ses preuves. Il faut continuer à comprendre comment le mettre en place de manière plus intégrée. C'est les pires pour le HIV, mais il y a des modèles communautaires pour le diabète, avec des pires diabète qui travaillent de la même manière. Moritz qui devait venir, Moritz, il aurait parlé de tout ça. Le peer éducateur pour le diabète depuis 10 ans. Et très satisfait des résultats. Je connais très bien, et ça coûte pas cher, c'est cost effectif, ça marche très bien. Alors, et c'est la discussion qu'il y a au niveau du ministère des modèles d'intégration, qu'est-ce qui va... Le problème, c'est dans des épidémies, il faut avoir c'est bien d'avoir au départ, en tout cas, des programmes verticaux forts qui contrôlent et savent ce qui se passe. Pour la malaria, c'est ce qui s'est passé, pour la TB aussi, pour le VIH. Ça permet d'arriver à comprendre l'épidémie, à mettre en place les stratégies qui marchent. Et au bout d'un moment, ça ne suffit plus et on se pose la question comment intégrer ça dans l'ensemble. Et si on s'est intégré tout de suite, on sait que ça va avancer. On a vu dans certains pays d'Afrique des désastres, notamment avec la TB des années 90. Cette intégration n'a pas marché et on a abandonné la TB à volo. Donc le risque, c'est aussi de perdre la visibilité de ce qui est fait sur ces épidémies. Parce que c'est quand même le diabète, c'est un petit peu différent, c'est pas contagieux. Enfin, on pense que c'est pas contagieux. Le VIH, c'est contagieux. Donc on a quand même la crainte
d'avoir des secondes vagues. Si on relâche la prévention, si on relâche le traitement, il y a toujours un risque. Regardez la Thaïlande en ce moment. La Thaïlande est un des premiers pays à contrôler l'épidémie. Ils ont 23% de prévalence chez les MSM, chez les hommes qui ont les homosexuels, non? Parce que les stratégies qui ont été mises en place tout au départ ont raté quelque chose. Ils sont en train de récupérer, mais c'est une deuxième vague. C'est exactement ce qu'on ne voudrait pas voir ici. Et précisément, s'il y a ce risque de deuxième vague, pourquoi vous disiez que le budget était divisé par deux? Pourquoi il était divisé par deux? Parce qu'on sait qu'actuellement, avec ce budget, enfin on va voir, hein, parce que là il a été coupé par deux l'année dernière, donc on va voir. On arrive à contrôler une épidémie contrôlée déjà. Là on est dans une épidémie qui est contrôlée. Donc on pense que, mais c'est une bonne question, il va falloir vérifier, être sûr que même avec ce budget on fait les bons choix et qu'en coupant certaines NGO, c'est peut-être des erreurs, hein, on coupe quand même de support à l'éducation. Il y a un risque qu'on ne soit pas si bon que ça. Donc c'est une vraie question, quoi. On coupe, mais il ne suffit pas de couper. Il faut savoir si on coupe, on peut couper. Et pour l'instant, c'est pas encore évident. On coupe d'abord. Le gouvernement n'a pas posé la question, il a dit on coupe et vous coupez ça. Voilà. Donc c'était clair. Mais il faut dire que c'est vrai qu'il y avait une quantité d'NGO ici, ceux qui travaillaient, qui coûtaient un fric fou. FHA, ils avaient des grants avec une bonne quinzaine d'NGO qui chacune avait des running costs, des salaires d'administration, de human resources, des voitures, des machins. Tout ça, c'est des machines qui coûtent cher, quoi. Donc l'idée, ça a été de faire du merging. On avait du triage et puis on a fait fusionner des NGO ensemble. Et voilà, vous allez travailler avec ceux-là, ou avec ceux-là. Donc il y en a qui n'ont pas été contents, hein, mais ça a été une stratégie qui faisait du sens quand même. Il y avait un peu une débauche. Le reflet de la société civile. Alors les ONG, on va les mettre ensemble comme ça. C'est vraiment le... Mais après, c'est pragmatique, hein, c'est tout simplement l'argent. Hein. Crise de 2008 et ensuite la fermeture du robinet fait que quand 80% de l'aide du financement du VIH vient d'aide extérieure, au début il y avait 96%, hein, mais dans ces années-là, c'était quasiment 100%, c'était l'aide extérieure. Donc maintenant c'est 20%, 24% vient du gouvernement, ça fait quand même 75-80%. Vient de l'extérieur, ça fait des systèmes qui sont quand même encore fragiles. Et pourtant, ça en a diminué, mais c'est extrêmement fragile au point de vue de ressources humaines, de salaire, de motivation. C'est une des inquiétudes actuellement, parce que les staffs s'en vont, ils sont plus motivés, ils ne trouvent plus leur motivation entre guillemets, ça veut dire des dollars, quoi, pour vivre. Donc ils vont faire autre chose. Donc ils quittent les centres ARB, ils font la clinique, c'est un grand jeu ça. Et un système comme la Thaïlande, c'est complètement différent, parce que le système est solide, il y a un système de santé qui est bien organisé, une couverture sociale qui est importante, les médecins ont des salaires, les infirmiers aussi, ils travaillent, donc le cadre est vraiment différent, quoi. Mais en dépit de cette success story, programme national, enfin le gouvernement n'est pas prêt à financer un peu plus que ça. Parce que ça pourrait être... Et ils disent c'est ce qu'ils font, hein, ils font plus qu'avant. Puis après on est au Cambodge, hein, ça fait 30 ans que le Cambodge n'est pas que dans la santé, dans l'éducation, dans la finance, dans l'agriculture, dans tout ça, a développé des mécanismes de manipulation, d'aide internationale pour faire en sorte que tout arrive et tout continue à arriver. Tous les ans, plus que l'année d'avant. Donc, même dans le cadre du contexte de crise actuelle, le Cambodge a plus d'aide extérieure cette année que l'année dernière, et moins que l'année prochaine. Et ils le savent très bien. C'est très difficile. Mais il y a un affaire qui se passe entre le Global Fund pour le VIH, tuberculose, malaria, c'est un affaire entre le gouvernement et le Global Fund pour que justement la participation soit plus importante. Il y a des plans de passation de human resources, de
Global Fund, des contrats qui vont devoir soit être pris en charge par le gouvernement, soit disparaître, au risque de fragiliser l'ensemble du programme d'ici 50% cette année et puis 100% à la fin de 2017. Plus de contrats par le Global Fund. Donc le ministère doit trouver des solutions ou ne pas les trouver, mais il va assumer ses responsabilités. C'est en lien avec la corruption qui est décelée officiellement. C'est ce qui motive le Global Fund de serrer un peu le robinet parce qu'il y a de la corruption en plus, donc ils se disent voilà. Donc ils le savent. Ça veut dire que l'État va prendre en charge ou pas, mais si c'est ou pas, c'est les gens qui vont en pâtir. Oui, mais les patients, les décisions, avant de se retirer, ils sont prêts, j'ai l'impression, parfois, à accepter un peu de corruption et pour soigner les patients. Enfin, c'est pas le Global Fund. Il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, par exemple le Health Equity Fund. Il y a des mécanismes de protection sociale qui se mettent en place sur le système global. Par exemple, le Health Equity Fund pour les patients pauvres, qu'ils soient VIH ou non, on est en train de le mettre en place pour les VIH, qui sont pour quel patient, pour qu'ils aient une carte, une identification et puissent avoir accès aux soins gratuits dans le système public. Au début, ça a balbutié, c'est pas très bien marché, c'était pas très bien perçu par les malades eux-mêmes. Mais maintenant, c'est vraiment diffusé. Il y a 100 hôpitaux qui sont couverts par le Security Fund et surtout, avant, cet argent était donné par les NGO, maintenant est donné par le gouvernement. C'est un moyen pour les hôpitaux d'avoir un financement pour permettre les soins gratuits aux pauvres. Ils vont avoir une subvention du gouvernement pour faire ça. S'ils maintiennent une qualité de soins pour des packages donnés. Est-ce que ça fonctionne ça, ou est-ce que le médecin va justement toucher non seulement ce financement et puis il va quand même demander aux patients pauvres? Non, ça marche. Ça marche. UAC qui a mis en place ça au début a investigué, a interrogé les patients, etc. C'est vrai qu'au début, les malades hésitaient à utiliser la carte parce qu'ils étaient mis de côté et ils ont leur file d'attente. C'était pas intéressant. Maintenant, le système a quand même compris l'intérêt, donc c'est plus le cas, et maintenant ils utilisent la carte plus. Et les systèmes de déboursement d'argent, etc., sont mieux compris par l'hôpital lui-même, qui voit aussi son intérêt. Et ils ont investigué les dessous de table maintenant, et ça s'est amélioré, paraît-il. Après, il y a des limites, c'est qu'ils ont maintenant interdit les perfusions dans les centres de santé. Et donc, les gens vont moins au centre de santé, vont aller dans le privé, alors qu'ils peuvent aller avec leur carte. Et il y a cette forte demande de perfusion, injection, sérum, tout ça. Et apparemment, ça fait partie des facteurs limitant l'efficacité de l'équité de la couverture sociale. Les injections, En fait, c'est dans les centres de santé. Normalement, les soignants ne peuvent plus faire d'injection pour limiter. Il faut être médecin, il faut être docteur pour faire l'injection. Oui, ça doit être lié à ça et dans les centres de santé. Ça veut dire que les infirmières n'ont pas le droit de le faire. Mais les infirmiers le font dans le cabinet privé à côté du centre de santé. C'est un autre débat, mais ça risque de changer. Ça, à cause de ROCA et des problèmes de pratique illégale de la médecine et du besoin de contrôler mieux, de faire en sorte de limiter les injections inutiles. Après, ça, c'est la demande aussi des gens, c'est un cercle vicieux, c'est compliqué. Oui, ça, au Cambodge, c'est un des pays au monde où le taux d'injection par patient et par an est le plus élevé. Ce qui demande. Pour revenir à ton sujet, j'avais le souvenir que dans les années 2000, les ONG se plaignaient, disons pas se plaignaient, mais rapportaient qu'une des grosses difficultés pour la mise en œuvre des traitements, c'était que les patients ils prennent leur traitement régulièrement et que ça, ils n'arrivaient pas à le faire passer. Donc je voulais savoir si les patients experts avaient joué un rôle particulier sur cet aspect-là. Je crois que ce qui a été montré surtout, c'est que c'était
impressionnant. Cambodge, 80, l'adhérence est incroyable, c'est obsessionnel. Et c'est une grande qualité. J'avais un patient qui venait me voir, et il venait me voir, il me dit, docteur, je suis hyper angoissé, il tremblait presque à la consultation. Hier, j'ai pris mon traitement à 10 minutes en retard. En 2000, au tout début, il y avait peut-être déjà pas beaucoup de personnes qui avaient accès aux médicaments. Peut-être il y avait vraiment au tout début un problème de... L'adhérence était extrêmement bonne. Un des problèmes, c'est que lorsqu'on voit les patients qui sont avec le temps, on a sélectionné déjà ceux qui sont les mieux adhérents. Donc, quelque part, le système a perdu beaucoup de patients au début, qui peut-être étaient justement ceux qui étaient très peu adhérents, et ceux qui sont maintenus et qui sont maintenus un peu ça avance, c'est les patients les meilleurs, les mieux adhérents, etc. C'est vrai que globalement, on a tendance à dire que l'adhérence est extrêmement bonne au Cambodge. Je pense qu'on a perdu, on a un biais d'évaluation lorsqu'on a perdu les patients avant la mise des ARV, au tout début des ARV, et cela, ceux qui étaient... Dans quel sens? Ils sont morts. C'est pas, ils ont disparu de la circulation. Ils sont disparus de la mer, mais probablement qu'ils sont morts, on sait, et on a beaucoup, peut-être 50% l'épidémie. Vraiment, l'épidémie, l'estimation, c'était 127 000 patients à un moment donné. Et là, on est à 160. Bon, il y avait. Faire attention, ça, statistiquement, c'est pas forcément. La prévalence. Mais le Cambodge, comme dans beaucoup de pays, je ne sais pas, exceptionnel, le début d'un programme dans les pays où l'épidémie de sida était importante, était catastrophique en termes de qualité, de outcome. Il faut du temps pour récupérer. Il y avait des listes d'attente pour pouvoir avoir accès au traitement dans les 3 ONG qui distribuaient les médicaments. Au début, c'était les patients les plus sévères, donc ceux qui allaient mourir avec le plus de machin de mourir. Et aujourd'hui, la transmission, c'est hétérosexuel. C'est pas mère-enfant. Non, mère-enfant, on est quasiment dans l'élimination. Oui, ça peut améliorer ça. Non, c'est pas mère-enfant. C'est hétérosexuel. Et injection? Non. C'est pas comme les... Il n'y a pas un risque important avec les fameuses pratiques des médecins. Il y a un risque, mais l'épidémie de Roca, ça reste quand même ponctuel. On n'a pas d'argument pour dire que ça se passe de la même manière ailleurs. On n'est pas sûr d'avoir les bons systèmes d'alerte pour détecter. Ça, c'est un petit point d'interrogation. Mais l'année dernière, il y a eu une petite alerte à Clean Village, à côté, et c'est avéré que ce n'était pas des infections récentes, c'était des gens qui étaient infectés depuis longtemps. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens actuellement qui restent à trouver sont des gens qui ont été infectés il y a quelques temps, qui ont été des populations à risque dans le passé, qui ne sont pas forcément à risque maintenant, ou qui sont à risque mais qui ne le disent pas. Et probablement aussi, sur un Clean Village, c'était des gens qui ont été infectés depuis longtemps. Et il nous faut les trouver, ces patients-là, il faut les trouver, parce qu'ils viennent tard, et ça va, ils viennent quand ils sont déjà malades, et pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire pour aller les trouver. Il reste 15 000 patients qu'on voudrait mettre sous ARV. Ils ont été diagnostiqués et vous ne savez pas quels sont, c'est ça? Non, ils sont estimés. On sait que quand tu veux rentrer l'estimation, il y a 15 000 patients qui restent à trouver et qu'il faudrait permettre d'accéder aux soins et mettre sous ARV pour avoir 95% de patients sous ARV. Moi, je voulais te demander, arrivé à une micro-échelle, je ne sais pas si tu as suivi le cas de Tolsambo, les gens de Reykjavik qui avaient été déplacés. Parce que tout à l'heure, on parlait de la success story cambodgienne, mais ça, c'était quand même une grosse tâche dans la politique cambodgienne que ce village HIV qui avait été déplacé à la campagne et qui se retrouvait isolé dans un village rural avec ce qu'on appelait la colonie, ça représentait en français, ces gens qui étaient tous parqués dans des maisons immondes en tôle et qui avaient été déplacés de force parce qu'ils étaient sur un train. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est au moment où tu te souviens de l'année? Je pense que c'est 2009 le déplacement. Je suis partie. Et ce cas-là était que des personnes vivant avec le VIH.
En fait, ils avaient été rassemblés très maladroitement par l'ONG qui les suivait dans le bidonville de Borikela. Ils avaient été localisés dans un endroit, mais pour aussi faciliter l'accès aux soins, donc il y avait une raison. Et il se trouve que ce petit terrain au sein du bidonville appartenait pas exactement au même propriétaire, il appartenait au ministère du Tourisme, qui a eu besoin de récupérer ce terrain-là. Et au lieu que ces gens-là, qui autrefois faisaient partie du bidonville de Borikela, puissent bénéficier du programme de relogement sur site de Borikela, et bien comme ils ne se trouvaient pas au bon endroit à ce moment-là, alors que les années précédentes ils étaient disséminés dans le bidonville, ils se sont retrouvés tous ensemble emmenés dans les camions de force dans ce... Et ce cas-là a été très médiatisé déjà, et puis très problématique dans l'idée de bonne volonté du gouvernement vis-à-vis des personnes. Et aujourd'hui, alors, il y a eu un gros travail qui a été fait. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les ONG qui les suivaient, la Lucado, Friends. Et en fait, ils ont reçu une aide importante de Caritas Cambodia, qui avait un autre projet de relogement d'autres personnes qui n'étaient pas des patients du coup. Et donc les gens de ce bidonville ont été réintégrés dans un programme plage, donc les maisons pourries ont été détruites, il y a des maisons en briques qui ont été construites par Caritas, ils ont été répartis pour être mélangés avec les autres personnes relogées pour ne pas être identifiés comme une autre type. Cela dit, il y a toujours des problèmes de discrimination. Et d'autre part, la Lucado fait un gros travail pour identifier les personnes qui avaient droit à un logement sur site à Borikela. Certains ont obtenu leur appartement aussi. Donc il y en a quelques-uns qui ont réussi à revenir en centre-ville grâce à un travail. Mais c'était, c'est le cas que j'ai suivi. C'est très intéressant pour voir le travail des ONG. Les ONG médicales n'étaient pas du tout courageuses dans le sens où les ONG médicales ne voulaient pas entrer en confrontation avec le gouvernement. Enfin, je sais que les ONG d'advocacy ont vraiment soutenu et sont allés, ont tenté d'attaquer au niveau de la loi, tandis que les ONG médicales n'étaient pas du tout courageuses alors qu'elles votaient les pillages des ONG. Oui, peut-être aussi. Et je sais qu'elles étaient énormément sur la réserve. Parce que je sais plus qui était la grosse ONG qui est à Nord du terrain. J'ai trop de temps. Je me souviens plus. Et en termes d'enquête anthropologique, ça prenait quelle forme en fait? C'est des entretiens, de l'observation, tu te mets dans un coin et puis tu regardes comment ça se passe. Entretien, observation et beaucoup de présence, temps de présence. Donc c'est l'observation, mais vraiment, c'est pas des observations forcément ciblées, tiens, je vais observer cette réunion de groupe d'entraide, c'est vraiment rester aussi dans les villages, revenir, aller parfois à un endroit où il n'y a rien de spécial organisé, mais voir un peu beaucoup de temps dans les hôpitaux. Beaucoup. Au niveau des villages, c'était plus difficile de passer beaucoup de temps. On passait des journées quand même à accompagner, à voir ce qu'ils faisaient quand ils visitaient les patients. Et puis c'était aussi, en fait, à Phnom Penh, c'était très dense parce qu'il y avait toutes les ONG qui étaient là, beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup d'événements. Donc il y avait par exemple l'oral urbain et puis 4 provinces, donc c'est vrai que c'était un gros terrain. J'ai fait beaucoup d'observations, rencontré vraiment beaucoup de patients. Ce qu'on fait plus après, c'est vraiment une particularité du terrain de la thèse. Beaucoup d'entretiens qui à la fin étaient beaucoup moins des entretiens, mais des échanges, je dirais de l'échange spontané avec les gens que je commençais à connaître. C'est vrai, forcément, prise de rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de comptabiliser le nombre d'entretiens, parce que les informations, on obtient beaucoup d'informations lors des entretiens, dans ces échanges formels. J'ai participé quand même à pas mal de réunions politiques où tous les acteurs étaient réunis pour voir les patients sont conviés, ils sont là, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces réunions, quand prenaient-ils la parole, qu'est-ce qu'ils allaient dire,
Tu avais quel rapport avec eux à ce moment-là? C'est toujours difficile d'avoir des retours. J'imagine. Donc j'arrivais, les entretiens, c'était des lapins, tu te rappelles, tu reviens, j'allais au Hensham, mais ils étaient quand même très sympathiques. Ils avaient juste pas le temps, ils couraient, c'est souvent comme ça avec les responsables des programmes nationaux. Mais par contre, c'était très langue de bois. Je n'avais jamais des retours concrets. Je me dis, mais alors c'est volontaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Des questions très ouvertes sur leur contribution, sur ce qu'ils allaient faire. Et on ressentait beaucoup ce qui était écrit dans les textes déjà. Parler de la Thaïlande, oui, bon, ça marche pas, ils sont pas très actifs. On ne rentrait jamais dans le sujet comme ça. Après, je pouvais avoir quelques retours, justement, quand il y a des grosses réunions. Au moment des pauses, c'est là où j'arrivais à les intercepter, à discuter un petit peu de mon sujet. Et donc, j'ai pas cherché, j'ai pas insisté auprès de. Et il y avait quelques représentants nationaux qui étaient très engagés, plus que d'autres qui vraiment croyaient en cette société civile, voulaient vraiment lui donner plus de place, etc. Donc ça aussi c'était intéressant de voir. Il y a toujours des nuances quand on présente les choses un petit peu comme ça, il y a toujours c'est les tendances dominantes. Donc là je les ai conviés, mais je travaille pas sur le VIH en ce moment, donc ils parlent français il me semble. Tu t'as invité Poun? Oui, Minchivoun, Ibensoun. Oui, j'étais un peu invitée tardivement. Et après, c'est bien qu'ils soient informés, en tout cas, pour oublier l'écouter ensuite. Mais j'aurais beaucoup aimé avoir leur retour. Tous les sujets de recherche sur lesquels je travaille pour moi, j'essaie d'avoir les représentants nationaux, les sujets de. Le problème, c'est que c'est un peu. C'est pas tout jeune, quoi. Oui, oui. De 2010, ça a beaucoup bougé, quoi. Oui. Ils sont. Ce qui se passe devant, pas plus trop ce qui se passe derrière. Sauf quand il s'agit de montrer que c'est une success story. Donc, remuer un peu les faiblesses, les problèmes qu'il y a pu y avoir, etc. Et puis eux, ils sont très engagés sur ces acteurs communautaires. Moi, quand j'ai fait mon terrain de thèse, à chaque fois, je rencontrais beaucoup de gens qui travaillaient dans les ONG qui adoraient ce sujet. Ces acteurs communautaires, ils voulaient que ça fonctionne, ils mettaient beaucoup d'énergie. Donc vraiment là, c'est vrai qu'eux, je ne sais pas s'ils se sont vraiment beaucoup investis sur cet outil, en tout cas. Mais je dirais que c'est encore d'actualité. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui travaillent encore là-dessus. Ne serait-ce que de définir maintenant quelle peut être la place des volontaires, pas que pour le VIH, mais il y a la TB, il y a les d'autres. Il y a le système du diabète, il y a l'enjeu d'intégrer les volontaires dans le soin de santé primaire chronique, des maladies chroniques, infectieuses ou non. C'est une question complètement ouverte. Le ministère n'a pas de très clair. Après, du coup, les leçons qu'il faudrait tirer de ces patients externes il y a quelques années, c'est aussi proposer toujours un cadre un peu plus respectueux de ces volontaires dès le départ. Je pense qu'il y a des leçons à tirer. C'est ce qu'a construit Moritz. Oui, si c'est basé sur le départ des VIH et avec le diabète, il a construit un système justement qui prend en compte toutes les troubles sanglantes, tout ce qu'il avait pu voir et qui en pense ça. Et il est toujours là aussi. Moritz est toujours là pour. Oui, puis son modèle est quand même. Est-ce que les Cambodgiens, eux, voudraient vraiment garder ces outils d'intervention c'est vrai que là, le fait que Moritz soit là, c'est pareil, quand j'étais là, pendant ce travail de terrain, tant qu'il y avait des expatriés présents dans l'hôpital, vraiment, ils étaient chouchoutés, ces patients experts, avec des beaux contrats de travail, des formations, les professionnels autour d'eux étaient vraiment obligés de leur faire une place. Il y avait vraiment cette présence, ça avait un impact. Parce que c'est aussi notre manière de voir, mais c'est aussi une vision
western vision de soins de santé. Donc est-ce qu'ils s'approprient ça au Cambodge? Ils se confronter à une vision. Mais c'est tout un modèle à mettre en place. Quand tu comprends comment le gouvernement peut comprendre que c'est utile à son fonctionnement du système de santé et financer un système comme ça, on n'en est pas encore là. Quoi. Mais parce que c'est des systèmes très verticaux, structurés, fonctionnaires, mais c'est tout l'enjeu de l'approche communautaire dans les soins de la santé primaire. Depuis longtemps. Et son crowdfunding à OMH, ils étudient ça. Ils sont, Maurits, il est dans des réunions, dans les machins. C'est des modèles qui. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. On doit parler, c'est l'argent. Tant qu'il en manque, on ne va pas les donner aux volontaires. Il faut d'abord, ça va être d'abord les médecins, les infirmiers. Il faut arriver à avoir un système où les gens ont un salaire décent, travaillent et où on tient compte de tous les acteurs. Forcément, quand le système n'est même pas à ce niveau-là, les petits acteurs du fond de la chaîne, du début de la chaîne, c'est pas à eux qu'on va penser tout de suite. Malheureusement, parce que le système est cost-effectif, c'est ce que montre Maurits. Si le système investit tout de suite dans les agents communautaires, on va gagner de l'argent sur le long cours. Et on montre très vite, le modèle le montre très vite, que c'est cost-effectif. Donc on aura besoin de moins d'argent pour faire fonctionner l'ensemble si tout de suite on investit. Mais alors ça, pour faire passer cette idée chez les décideurs qui ont une vision toujours hiérarchique, verticale, structurelle de ce qu'est un système de santé, c'est pas évident. Tu disais que ce modèle était à la mode au moment où il a été appliqué au Cambodge. Dans quels autres pays? En Afrique, MSF a mis beaucoup de programmes de patients experts, les hôpitaux, alors je ne sais pas si c'était MSF aussi, mais la Fondation Clinton aussi, les hôpitaux, Mozambique. Il y a plein d'NGO, il n'y a pas que MSF. Plein d'NGO. À l'époque, j'avais bien regardé. Parce que c'est les premiers qui ont démarré les ARV, mais maintenant, en Afrique du Sud, ça c'est. Ils appelaient vraiment ça programme de patients experts. C'était vraiment mot pour mot. Il y en a plein d'autres qui faisaient ça, mais il n'y avait pas de programme particulier. Ça ne se faisait pas. Il fallait être sur place, je pense. Mais il y a des acteurs communautaires qui sont intervenus dans le système de santé dans tous les pays du Sud, je pense. C'est un modèle où les patients sont en charge d'un certain nombre d'autres patients chez eux, et ils vont chercher les ARV, et puis ensuite ils les distribuent à ce groupe de patients, et puis ça marche très bien. Là, pour le PALU, c'est en place au Cambodge, pour le PALU. Pour le VIH dans certains pays d'Afrique, MSF a des programmes là-dessus, des essais cliniques qui montrent que ça marche très bien. Évidemment, c'est cost-effectif, tu n'as pas payé le transport, tu n'as pas payé bon, les ARV soient disponibles. Et par exemple, le fait que ça soit mis en place au Cambodge pour le PALU, ça vient de cette expérience Je pense que pour le c'est le contexte de l'élimination du paludisme, la menace un peu planétaire avec l'émergence des résistances, il y a un gros programme d'élimination. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'absolument les gens trouvent un traitement, puissent faire le test facilement de chez eux. Et s'ils sont positifs, c'est 3 jours de traitement. Le traitement dure que 3 jours, donc les enjeux sont. Donc je crois que c'est vraiment très par rapport à la. Puis on veut vraiment trouver le dernier, c'est l'élimination. Donc en gros, parce que pour le VIH, c'est un peu différent. C'est un peu toute pathologie dans les pays du Sud, le réflexe de penser aux acteurs communautaires, il est quand même présent dès qu'il y a de l'argent et des gros programmes. C'est le sujet du développement très généralisé, dans tous les domaines. Après, on regarde le Cambodge hypertension. Mais si on regarde l'hypertension, il y a des maladies complètement un peu accompagnées, et là, les gens ils prennent mal leur traitement, ils sont mal informés, il n'y a rien qui se met. Et il faut faire des programmes. On a des
même si vous C'est de l'argent. Hein. Il y a eu de l'argent sur les gens, j'ai l'impression de l'activer, hein, mais bon, ça va venir. Et pourquoi il y a eu autant d'argent sur le VIH cette période, la fenêtre Pourquoi C'est la terreur de la pandémie et les pays du Nord terrorisés d'avoir une vague qui leur revient. Ça concernait tout le monde. La terreur de la pandémie. Des millions de gens affectés, la peur de ne pas contrôler, la peur de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'il y a eu des années. On a lâché, heureusement, on a été lâché, mais pas assez, hein. Parce que même avec tous ces millions qui ont été mis, c'est pas suffisant pour contrôler. On a besoin de 8 milliards par an pour traiter tous les patients VIH dans le monde. 8 milliards, c'est peanuts, hein. C'est rien. Quand il y a eu la crise des banques en 2008, c'est des centaines de milliards qu'on a trouvés en une semaine, hein, comme ça. Donc l'argent, il est là. Il n'y a pas de problème. Trouver cet argent, c'est pas un problème d'argent, mais de le rendre disponible. De volonté politique. Ça, c'est pour le sida. Après, il y a les hépatites. Après, il y a les communicable disease. Est-ce qu'il y a autant d'argent qui a été libéré d'un seul coup pour Ebola? Parce que c'est pareil, il y a eu une sorte de terreur internationale. Pour Ebola, par exemple. Enfin, quand il y a comme ça des grosses épidémies qui apparaissent. Il a fallu quand même plusieurs mois. L'UNICEF a gueulé pour leur dire réveillez-vous, mais c'est que quand les gens se sont mis à avoir vraiment peur, ils se dit tiens, ça devient incontrôlable. Pour la première fois, l'épidémie était dans une zone urbaine. Jusqu'à présent, toutes les épidémies ont été en zone rurale. Oui, on arrive dans la zone urbaine, plusieurs pays, même région. Les gens ne sont bien. Ça s'est bien fouetté à un moment. Mais y compris ici. Hein. Vous pouvez arriver du jour au lendemain. Hein, Zika, pareil, on entend parler ici. Les Africains qui viennent, Zika, ouais. Zika, il est déjà ici. Depuis des années. On connaît. Le problème, c'est est-ce que ça va augmenter, pas augmenter. C'est quand même pas tout à fait la même chose que l'Ebola. Et l'Ebola ici, à la frontière, moi je me souviens, il y avait des scénarios catastrophes si les cas d'Ebola arrivent ici. Rien n'était prêt et on allait droit à la catastrophe. Parce que si ça arrivait, c'était quoi un Africain qui revient, un Guinéen qui revient de son pays, un peu malade, pas détecté à la frontière, il n'allait pas aller dans le seul centre, il n'y avait qu'un seul centre, je sais plus c'était qui était un peu entraîné pour essayer d'aller dans une clinique privée, quelconque, pas chère, où personne n'allait savoir rien, et c'était un peu effrayant. Hein. Bon, heureusement ça tue très vite. Ça tue très vite, c'est le problème de ce virus. Le VIH est beaucoup plus malin, mais l'Ebola, quelque part, il va trop vite. Donc les gens sont vite très malades avant de pouvoir vraiment bouger. Ils ne bougent plus quand ils sont très malades. Ils ne bougent plus vraiment. Je ne veux pas faire parce qu'après je sais qu'on ne peut pas le mettre en ligne.